à la Seconde Guerre mondiale, les pays européens cherchent à préserver la paix en Europe, tout en créant un ensemble permettant de développer la prospérité et capable de rivaliser avec les États-Unis. Le socle de base de cette paix est le couple franco-allemand. Ces objectifs se concrétisent au travers de la mise en commun des productions de charbon et d'acier en 1951, au travers de la CECA. En 1957, le traité de Rome crée la CEE, Communauté économique européenne. Ce traité met en place un marché commun reposant sur une union douanière permettant la libre circulation des produits dans la CE. Les résultats sont spectaculaires. Entre 1957 et 1970, le commerce intracommunautaire est multiplié par 6 et les échanges de la CE avec le reste du monde sont multipliés par 3. De même, le traité de Rome appelle à l'élargissement du nombre de pays membres de cet ensemble, limité aux 6 pays fondateurs à cette date: la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'appel à l'élargissement, instauré lors du traité de Rome en 1957, est entendu. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark intègrent la CEE en 1973 et les pays méditerranéens rejoignent cet ensemble entre 1981 et 1986. En 1995, c'est le tour de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande d'intégrer la CEE. Entre 2004 et 2013, 13 nouveaux pays intègrent la construction européenne, dont des pays qui dépendaient de la zone d'influence soviétique durant la guerre froide. En 2004, 10 pays rejoignent l'Union européenne: l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. En 2007, c'est le tour de la Roumanie et de la Bulgarie d'intégrer l'Union européenne, et en 2013, celui de la Croatie. D'autres pays européens ont déposé des dossiers d'adhésion auprès de l'Union européenne, comme la Turquie, l'Ukraine et les pays de l'ex-Yougoslavie. Afin d'intégrer l'Union européenne, il est nécessaire de remplir des critères d'adhésion. Le pays candidat doit être une démocratie qui respecte les droits de l'homme. Il doit avoir une économie de marché concurrentielle et posséder à la fois une stabilité monétaire et une capacité financière. En 1992, le traité de Maastricht transforme la CEE en Union européenne. Ce traité approfondit la coopération entre les États membres. Les frontières cessent d'exister au sein de l'Union. De même, ce traité institue une citoyenneté européenne. Désormais, les citoyens de l'Union européenne peuvent voyager, s'installer, travailler et étudier librement dans l'ensemble de l'UE. De même, ils acquièrent des droits politiques. Ils ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et municipales dans l'État membre où ils résident et disposent du droit de pétition auprès du Parlement européen. À ces dispositions s'ajoute la mise en place d'une union monétaire. Les pièces ont une face nationale, ce qui n'est pas le cas des billets, qui insistent sur l'héritage culturel commun aux Européens. Décidé en 1992, le passage à la monnaie unique, l'euro, a lieu le 1er janvier 2002. En 2024, sur les 27 pays de l'Union européenne, 20 pays ont adopté cette monnaie unique. À ceci s'ajoutent 4 micro-États et 2 pays européens non membres qui ont adopté l'euro. Afin d'intégrer la zone euro, il faut respecter certains critères: une stabilité financière et monétaire, un déficit public inférieur à 3% du PIB et une dette inférieure à 60% du PIB. Entré en activité en 1985, l'espace Schengen permet la libre circulation des personnes et supprime les contrôles des voyageurs au sein de l'espace constitué par les 29 États membres ayant signé les accords. Ces 29 États sont constitués par 25 pays de l'Union européenne et 4 États associés non membres de l'UE: l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Les frontières extérieures de cet espace sont renforcées, notamment avec l'agence Frontex, qui est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. À la tête d'un marché intérieur de 449 millions de citoyens en 2024,
et caractérisée par de forts échanges intracommunautaires, l'Union européenne est la deuxième puissance commerciale au monde derrière la Chine. L'Union européenne est aussi le principal exportateur de marchandises. L'Union européenne à 27 est la troisième puissance économique du monde après les États-Unis et la Chine. En 2024, elle réalisait 17% du PIB mondial. En outre, l'Union européenne est la seconde puissance commerciale au monde avec une balance commerciale excédentaire. Grâce à son marché intégré, l'Union européenne réalise en 2023 60% de ses échanges au sein de l'Union. Son marché intérieur de 449 millions d'individus en fait un géant économique. Les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne sont la Chine, avec laquelle sa balance commerciale est déficitaire, les États-Unis et le Royaume-Uni. Cependant, l'Union européenne est une puissance incomplète et possède des fragilités. Comme tous les ensembles développés, l'Union européenne connaît un vieillissement de sa population, couplé à une faible natalité. Cette situation est d'autant plus inquiétante que sa population devrait diminuer durant le siècle. Avec seulement 5,7% de la population mondiale, l'Union européenne est un nain démographique face à la Chine, l'Inde ou l'Asie en général. De même, l'Union européenne ne possède pas d'armée commune. Cependant, la situation géopolitique internationale avec la guerre en Ukraine et les encouragements des États-Unis qui souhaitent se désengager du continent européen pour se concentrer sur la Chine permettent d'espérer la réalisation de ce projet de longue date. Cet espace unique au monde souffre aussi de faiblesses structurelles. L'élargissement rapide de l'Union européenne, avec l'intégration de 13 nouveaux pays entre 2004 et 2013, a compliqué le fonctionnement de l'Union. L'Union européenne, face à la diversité des intérêts nationaux, a des difficultés à parler d'une même voix au niveau international, ce qui l'affaiblit au niveau diplomatique. Cependant, la crise du Covid a permis à l'Union européenne de redynamiser et de renforcer leur cohésion. L'Union européenne a mutualisé non seulement les commandes de matériel médical et de vaccins, mais aussi la dette des États membres. De même, avec la guerre en Ukraine, l'Union européenne a réussi à parler d'une seule et même voix face à la Russie. Cela s'est traduit par l'adoption de plusieurs paquets de sanctions, par la fourniture de matériel militaire à l'Ukraine et par l'accueil des réfugiés ukrainiens. Seul Viktor Orban, Premier ministre hongrois, dirigeant populiste qui promeut l'illibéralisme, s'est désolidarisé de certaines décisions de l'Union européenne. Cette guerre aux portes de l'Union européenne a aussi permis de relancer le projet de l'armée européenne de défense qui donnerait un hard power à une Union européenne qui a uniquement privilégié jusqu'ici son soft power au nom de ses valeurs. À cela s'ajoute une crise de confiance dans l'Union européenne de la part des citoyens européens. L'euroscepticisme gagne du terrain et l'investissement démocratique dans les élections européennes est particulièrement faible. Le taux d'abstention atteignant en France 58% en 2019. En 2024, ce taux a baissé de 10 points de pourcent, atteignant seulement 48,6%. On note une expansion des partis eurosceptiques en Europe avec l'augmentation du nombre d'électeurs pour des partis d'extrême droite. Certains pays ont même des partis eurosceptiques au pouvoir, tels l'Italie ou la Hongrie. Pourquoi un tel scepticisme ? Pour répondre à cette question, il nous faut nous pencher sur le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne sont composées du Conseil de l'Union européenne, du Conseil européen, de la Commission européenne, du Parlement européen et d'une Cour de justice. La séparation des pouvoirs y est respectée. Le Conseil européen, qui fixe les grandes orientations politiques, et la Commission européenne, qui veille à l'exécution des lois, possèdent le pouvoir exécutif. Le Conseil de l'Union européenne et le Parlement, qui votent conjointement les lois, détiennent le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire est aux mains de la Cour de justice. Elle veille au contrôle de l'application du droit européen. Les citoyens élisent directement les députés européens tous les 5 ans. On parle de démocratie représentative. Celle-ci s'incarne aussi au sein du Conseil de l'Union européenne et du Conseil européen. En effet, le Conseil de l'Union européenne est composé d'un ministre par État membre, tandis que les chefs d'État ou de gouvernement siègent au Conseil européen. Ceux-ci sont issus indirectement des élections nationales de chaque État. Il existe en outre une forme supplémentaire de participation démocratique des citoyens à l'Union européenne
au travers de l'initiative citoyenne européenne. L'idée est de permettre aux citoyens de l'Union européenne d'être à l'initiative de certaines lois au travers d'une démocratie déléguée. Pour lancer une initiative, le comité instigateur doit être constitué d'au moins 7 citoyens provenant d'au moins 7 pays différents de l'Union européenne. La demande est traitée par la Commission européenne qui doit statuer dans un délai de 2 mois. Si l'initiative est enregistrée par la Commission, le comité doit ensuite obtenir, en l'espace de 12 mois, 1 million de signatures dans au moins un quart des États membres en un an. Le texte de l'initiative est alors proposé à la Commission, qui peut librement décider de s'en servir pour rédiger une proposition de législation européenne. Sur les 64 initiatives présentées jusqu'en 2021, 6 seulement ont réussi à recueillir plus d'1 million de signatures. Mais l'institution n'a donné suite à aucune de ces propositions. Ainsi, les citoyens perdent confiance dans les institutions européennes. Autre remise en cause de la démocratie affichée au sein de l'Union européenne, la Commission européenne, organe exécutif, possède une grande partie du pouvoir législatif, dans la mesure où elle possède l'initiative des lois et non le Parlement élu par les citoyens. À cela s'ajoute que le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne ne sont pas responsables devant le Parlement. En conséquence, les citoyens n'ont donc aucun contrôle sur leur action. On s'explique mieux cette défiance des citoyens envers l'Union européenne. Nous retrouvons cette défiance portée à son point culminant au moment du Brexit. En 2016, au Royaume-Uni, le oui au référendum sur la sortie de l'Union européenne l'emporte avec 51,9% des voix. Les arguments avancés par les Brexiteurs relevaient d'un retour de la souveraineté nationale et de leur liberté au niveau mondial, de même qu'un contrôle de leurs frontières et donc du choix dans l'immigration. De plus, le coût financier représenté chaque année par l'adhésion à l'Union européenne était mis en avant et instrumentalisé. Le Brexit représente un problème pour l'Union européenne. Tout d'abord, le Royaume-Uni était un gros contributeur financier au budget européen et une puissance militaire. Ensuite, ce départ volontaire souligne les difficultés existant au sein de l'Union européenne et pourrait inciter d'autres pays à suivre l'exemple du Royaume-Uni, d'autant plus que la proportion d'eurosceptiques ne cesse de croître dans l'ensemble de l'Union. On constate de grandes disparités économiques au sein de l'Union européenne. Les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord disposent d'un fort développement avec un IDH le plus souvent supérieur à 0,9. De même, ils ont le PIB par habitant le plus élevé de l'Union européenne. Les derniers pays à avoir intégré l'Union européenne depuis 2004 cumulent les difficultés. Ils connaissent un retard économique qui se matérialise au travers d'un IDH, d'un PIB et d'un PIB par habitant plus faible. Ils sont aussi situés à la périphérie de l'Union européenne et ne sont pas intégrés à la dorsale européenne. De même, on constate une moins forte intégration dans la mondialisation. Les pays méditerranéens sont dans une position intermédiaire entre ces deux groupes. Ces disparités de niveau de vie créent une concurrence entre pays de l'Union européenne. On note ainsi des délocalisations de certaines productions vers l'est de l'UE, où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Certains pays de l'Est ont des salaires 4 à 5 fois moins élevés que ceux pratiqués dans l'Ouest ou le Nord de l'Union européenne. Ainsi, si l'UE est considérée comme un espace riche et développé, force est de constater que de nombreuses disparités existent en son sein. Les 6 pays fondateurs de l'UE constituent la dorsale européenne. Cet espace est le cœur économique de l'Union, avec les plus fortes densités de population, la présence des institutions européennes, des métropoles mondiales et le PIB le plus élevé. Le nord et l'ouest de l'Europe, les plus développés, ont un indice de mondialisation élevé, tandis que les pays méditerranéens et les pays d'Europe centrale sont moins intégrés à la mondialisation. L'UE est donc un ensemble où les disparités de richesse et de développement sont importantes, avec une Europe du Sud et centrale qui constitue un espace en marge quasiment ultra-périphérique. Cependant, force est de constater que le PIB par habitant des pays de l'Est a doublé, voire triplé, depuis leur entrée dans l'Union européenne. Afin de pallier ces disparités de développement,
L'Union européenne a mis en place des politiques de cohésion des territoires au travers de 3 structures. Le FSE, Fonds social européen, a été créé dès 1957 en lien avec le traité de Rome. Le développement de l'emploi est son objectif principal au travers de l'aide aux personnes ou aux entreprises. Le Fonds européen de développement régional, ou FEDER, est créé en 1975. Il vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Ces fonds sont investis dans la construction d'infrastructures, dans le soutien aux initiatives locales et dans l'aide aux structures productives qui permettent le maintien des activités et de l'emploi. La dernière structure, le Fonds de cohésion, est mis en place en 1994. Il est plus particulièrement destiné à aider les pays de l'Union européenne qui ont un produit national brut par habitant inférieur à 90% de la moyenne communautaire. Il consacre ses investissements aux infrastructures de transport, dont il peut financer jusqu'à 85% du montant. Entre 2014 et 2020, 32,5% du budget communautaire a été consacré à la réduction des disparités et à la cohésion des territoires. Les différentes régions des pays de l'Union européenne sont réparties en 3 groupes selon leurs besoins de développement. Les régions qui sont les récipiendaires des plus grands investissements sont celles qui réalisent un PIB inférieur à 75% de la moyenne communautaire. Viennent ensuite les régions qui ont un PIB compris entre 75 et 90% de la moyenne de l'UE. Les régions qui ont le moins besoin d'investissement sont celles dont le PIB dépasse les 90% de la moyenne communautaire. Dans les régions plus développées, les enveloppes ont eu davantage tendance à être utilisées pour favoriser le développement de l'esprit d'entreprise, l'économie de la connaissance, tandis que dans les régions les plus en retard, les investissements se sont concentrés sur les infrastructures de base, transport, communication, énergie. Des débats agitent l'Union européenne. Doit-on continuer à aider les régions les plus développées? Ces investissements de base dans les régions en marge ne confortent-ils pas la domination des régions les plus développées en maintenant cette division du travail? D'autres critiques émergent parmi les pays les plus riches de l'Union européenne. En effet, entre les fonds qu'ils allouent à l'Union européenne et les fonds qu'ils reçoivent, ils sont déficitaires. Un article du magazine hebdomadaire économique français Challenge, publié en avril 2020 durant la crise du Covid, dénonçait la dérive de l'Union européenne qui devenait, selon lui, de plus en plus une simple zone d'échange économique où les égoïsmes nationaux prennent à nouveau le dessus.